Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais aborder le sujet de la honte. Qu'est-ce que c'est exactement? Sujet intéressant, hein, très sensible mais qui a du sens. Donc je vais d'abord euh, mettre le concept philosophique directement, hein. Alors le concept c'est philosophe, donc c'est tout simple. Alors qu'est-ce qu'un philosophe? Un philosophe n'est pas nécessairement celui qui écrit une œuvre, crée un système. Socrate est selon Hegel un vrai philosophe, précisément parce qu'il a vécu sa doctrine au lieu de l'écrire. Donc si je devais interpréter ça, ça voudrait dire que il faut vivre sa vie et non la rêver. On va dire ça comme ça, ça peut vouloir dire ça. Donc, alors, je vais déjà faire une distinction entre, pour ne pas faire d'amalgame et d'être assez précis, c'est de distinguer qu'est-ce que la honte, entre la honte et la pudeur. Alors la pudeur, qu'est-ce que c'est? La pudeur, c'est un sentiment, on va dire un sentiment de retenue envers soi et les autres, voilà, et autrui. C'est ça la pudeur. Alors la honte, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est un sentiment pénible d'infériorité envers soi. Voilà, ça veut dire ça à peu près. On va dire sentiment pénible de son infériorité. De toute façon, je vais vérifier sur le dictionnaire. Il faut que je vérifie. Donc, déjà, il faut dépasser sa honte. Parce qu'il est un peu d'estrol, le dictionnaire, vous voyez. Mais bon, c'est un Robert, il date, je crois qu'il est de 98 ou 97, je ne sais plus. Alors, honte, je vais regarder. La définition de honte, qu'est-ce que c'est? Alors, je me dépêche. Alors, honte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il y a plusieurs adjectifs, quoi. Donc, alors, humiliation, indignation, opprobre, turpitude, dégradation, rabaissement, déshonneur. Alors, la définition, c'est intéressant à quoi ça renvoie beaucoup de choses personnelles. Alors, sentiment pénible de son infériorité, de son indignité ou de son abaissement dans l'opinion des autres, donc dans le regard des autres. Donc voilà, c'est pour ça que je vais traiter ce sujet-là, il est intéressant. Donc voilà, alors la honte, ça commence déjà très tôt, hein, déjà à l'école, je pense. C'est pour ça que je vais lancer on va dire cet aphorisme, comme quoi tout individu, on va dire, tout individu est porteur de honte. Voilà, exactement. Porteur de honte. Alors, ça veut dire qu'il a un sentiment pénible de son infériorité. Conscient ou inconscient. Voilà. Donc, si c'est inconscient, c'est que c'est un déni. On appelle ça un déni en psychanalyse. Donc, refus de reconnaître la réalité des choses dû à son traumatisme, voilà, lié à l'enfance. Donc voilà, c'est à peu près ça, ce que ça veut dire. Donc alors, ce que je disais, c'est que ça vient déjà dès la plus tendre enfance, ça vient de là. Déjà d'entendre le professeur, enfin d'entendre les mauvaises notes par exemple, dites à haute voix devant toute la classe, et que le professeur vous humilie un petit peu, c'est un petit peu ça. Donc, vous voyez comme quoi c'est complexe. Donc ça peut venir de là. Alors pourquoi je mets ça en parallèle? C'est parce que je vais introduire le questionnement de qu'est-ce que j'appelle par les philosophes de la honte, que j'ai mis dans le titre. Alors qui sont ces personnages? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Alors je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre au niveau de nos comportements, de nos blessures personnelles. Donc une blessure, même si elle cicatrise, eh ben, elle fait toujours mal, hein. Donc vous vous rendez compte, de toute façon. Pour ceux qui ont déjà eu des blessures, voilà, il suffit un petit peu de la, comment, de la mettre sur du chaud ou du froid, par exemple. Eh ben, elle est sensible. Elle est sensibilisée par l'effet du
de la première blessure qu'on avait eue. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Alors, en fin de compte, je vais faire une transition sur le quotidien, bien sûr, hein, parce que moi, je parle de choses concrètes, hein, toujours. Donc, c'est, par exemple, quand je croise dans le métro, en fait, les philosophes de la honte, c'est les gens qu'on croise dans le métro, quand on va au travail. Et en fin de compte, ils nous renvoient à beaucoup de choses, hein, beaucoup de questionnements. C'est pour ça que je dis qu'ils sont très intéressants. Parce ils nous mettent mal à l'aise, hein, déjà. Je vois bien que les gens, j'observe, hein, la plupart des gens, ils n'osent pas regarder les personnes qui sont juste mis de côté, qui sont en train de soit faire la manche, que ce soit les SDF ou une mamie par exemple qui est en train d'être assise sur le sol. Ça nous renvoie à nos propres peurs, hein, on va dire ça comme ça. Et aussi à notre côté obscur aussi, parce que je trouve qu'il y a aussi un côté euh, ne pas voir les choses en face. Voilà, c'est ça qui me dérange. Et ça entretient aussi, je pense, une certaine... je vais revenir encore sur les passions, hein, sur la crainte et l'espoir. Donc, surtout sur la crainte, donc d'être un jour face à cette condition. Donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors j'ai pris 2-3 petites notes, bien sûr. Donc voilà. Alors ce que je voudrais dire, c'est que voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant. C'est que ça nous renvoie, comme j'ai dit, hein, ça nous dérange parce que cela nous renvoie à nos blessures, j'ai mis. Donc alors il y a la crainte du ridicule, hein, comme je vous ai dit. Donc, par exemple, la fréquentation dans la cour d'école ou lycée, donc c'est la crainte de fréquenter tel ou tel individu, par exemple. Ça, c'est des choses concrètes, hein, je pense que tout le monde a vécu. Donc les phénomènes de groupe, ça se fait en fonction du regard de l'autre, hein. Donc est-ce que je vais être accepté dans le groupe ou pas, qu'est-ce que je vais renoncer à quoi pour être avec le groupe, quoi. Donc en général dans un groupe c'est normal ça, on va dire on renonce toujours, on sacrifie une partie de soi pour pouvoir être accepté, hein, dans le groupe. Donc ça c'est normal, encore ça à un autre niveau, ça c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me dérange, c'est que ça modifie beaucoup les comportements des gens. C'est ça qui est embêtant. Donc leur mode de pensée, leur psychisme. Donc voilà, c'est ce qui crée, je pense, aussi le côté étriqué, même si j'aime pas ce mot-là, étriqué de l'ouverture d'esprit. Donc voilà. Et des préjugés, que ça soit du racisme aussi. Donc ça remet tout en cause en fait le concept, on va dire, de honte. C'est pour ça que la question raciale n'a rien à... On va dire, pour changer de terme, la blanchitude, voilà. Tout le monde court après la blanchitude. Donc j'appelle ça la blanchitude. Ça veut dire que, ben tiens, ça c'est blanc. C'est que le blanc, on va dire, depuis des millénaires, hein, le blanc est considéré comme le bien et le noir comme le mal, hein. Donc voilà, je n'apprends rien à personne, mais en fait, tout ça, c'est des codes, on va dire, des signes comme diraient les philosophes, ils appellent ça des signes. Donc un signe c'est très fort, donc c'est quelque chose qui dépasse les consciences des personnes. Donc un signe c'est quoi? C'est on va dire une variabilité, c'est une variabilité, une associativité, une équivocité. Donc ça peut se mettre aussi bien dans une phrase par exemple. On peut contourner une phrase de cette manière pour pouvoir la mettre à son profit, par exemple. On appelle ça de la manipulation ou de la rhétorique. Sans le faire consciemment aussi, ça peut exister. Vous voyez, tout ce qui est imbriqué, tout ce qui imbrique la honte, c'est un peu un genre de conditionnement, ou préconditionnement, on va dire.
le sujet là de la honte. C'est pour ça que je voulais le mettre là. Et le fait de fréquenter tel individu, par exemple, on va prendre un étranger, par exemple, parce que moi ça m'est déjà arrivé. On va prendre un cas concret. C'est que j'avais connu une personne et en fait elle avait honte de fréquenter des individus de la même nationalité qu'elle. Et ça, on voit bien, hein, c'est parce qu'elle avait honte. Je pense qu'elle avait eu un souci dans sa famille aussi. C'était plus complexe. Mais en fait, on va dire, son psychisme, il procédait à une, euh, une sélection, on va dire, pas naturelle, hein, une sélection euh, conditionnée par la blessure qu'elle a eue dans son milieu familial. Donc ça veut dire qu'elle rejetait toutes les personnes qui étaient de la même origine qu'elle ou qui étaient apparentées à son origine et pour s'orienter vers ce qui était l'inverse de son origine. Et ça peut se faire aussi de la même manière avec une personne entre guillemets blanche hein, aussi, parce que j'avais déjà vu ça aussi, mais je vais pas tout vous dire hein, je vous laisse un peu sur votre faim, mais bon, je ferai plusieurs vidéos sur ça, donc c'est très intéressant. Ce que je veux me pencher surtout, c'est sur le sujet des personnes qui ne sont pas considérées, on va dire ça comme ça, bien sûr, hein, puisque c'est des personnes qui sont presque invisibles. On appelle ça invisible hein, en philosophie aussi. Les invisibles, donc. Et ce mot-là, il me gêne aussi un peu parce qu'en fait, invisible, la langue française est très compliquée. Invisible, ça peut vouloir dire une chose qu'on ne voit pas ou, ou la chose ne veut pas qu'on la voie, quoi. C'est pour ça que c'est complexe. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir être plus, on va dire, empathique, il faudrait déjà que les personnes travaillent sur eux. C'est ça que je veux dire. On peut rien arriver à quelque chose, je pense, pour être à peu près sainement équilibré psychologiquement, si on n'a pas travaillé sur ces traumatismes, hein, comme diraient les psys. D'ailleurs, je vais prendre le dictionnaire psy, je vais voir ce qu'il dit sur le traumatisme. Exactement. Moi, je sais ce que ça veut dire exactement. Mais ça, c'est lié aussi au traumatisme des gens. Donc, c'est quoi? C'est un accident. C'est un événement accidentel, le traumatisme, qui nous poursuit tout le long de la vie et qui modifie notre personnalité à peu près. Ça doit être ça. Je vais regarder, je sais plus. Hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais je vais voir ce qu'il dit sur le traumatisme. Alors, en psychanalyse, qu'est-ce qu'ils disent? C'est du direct, hein, donc j'ai pas préparé d'avance le truc. Alors, traumatisme. Événement inassimilable pour le sujet généralement de nature, entre guillemets, sexuelle. Et tel qu'il peut paraître constituer une condition déterminante de la névrose. Donc, alors, regarde. Parce qu'il y a plusieurs définitions là. Ah, ça c'est bien ça. Ça, voilà, ça dit bien ce que je dis là. Regardez, écoutez. Les symptômes étaient pour ainsi dire comme des résidus d'expériences émotives. Et que pour cette raison, nous avons appelé plus tard traumatisme psychique. Leur caractère particulier s'apparentant à la scène traumatique qui les avait provoqués. Leçon sur la psychanalyse, 1910, c'est de Freud. Voilà, ça dit bien ce que en plus, ça dit bien ce que j'avais dit, quoi. Donc voilà. Alors, ce que je veux lancer comme message, c'est qu'il faudrait que les gens puissent essayer de travailler sur eux-mêmes, quoi. Pour ceux qui regardent la vidéo, là, qui se remettent en question aussi, même si j'aime pas ce mot-là, qu'ils puissent faire un travail sur eux-mêmes, avant de juger les gens. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne jugez jamais trop vite les personnes. Donc voilà, ça c'est le début de devenir un vrai philosophe, c'est ça. C'est de ne pas juger au premier coup d'œil les gens. Donc voilà, ça c'est un message pour ceux
universel, hein, un message pour tous ceux qui mettent des préjugés trop vite sur les personnes qu'ils voient. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.